Ma fille innocente était malade, et alors que je m'occupais d'elle, j'ai pris du retard pour préparer le dîner. Ma cruelle belle-mère a explosé de colère, et elle a hurlé, « Pourquoi le dîner est-il en retard? Nous avons des invités. Dépêche-toi. » Avant que je puisse m'expliquer, elle a attrapé les cheveux de ma fille, en disant, « Si tu n'es pas à la hauteur, ta fille laide prendra le relais. » Mon mari est entré et nous a surprises, mais quand il a vu la scène, il n'a rien dit. Au lieu de cela, il a commencé à crier, « Eh bien, dépêche-toi. Tu as entendu ma mère. » Quand j'ai essayé de m'expliquer, il m'a poussé dans les escaliers. La douleur a traversé mon corps alors que je m'écrasais sur le sol. Je pouvais voir ma belle-mère sourire. Je me suis évanoui. Quand j'ai finalement ouvert les yeux à l'hôpital, je me suis précipité chez moi, juste pour voir ma fille se faire hurler dessus dans la cuisine. Mais au moment où je pensais que le pire était passé, il est revenu. Et ce qu'il a fait ensuite était encore plus choquant et terrifiant. L'odeur de la soupe au poulet remplissait notre petite cuisine, ce jeudi soir-là. Ma fille, Lily, était assise à table, le visage rouge de fièvre, un thermomètre toujours serré dans sa petite main. Elle était rentrée de l'école en se plaignant d'un mal de tête, et vers 15 heures, sa température était montée en flèche à 39 degrés. J'avais passé les 2 dernières heures à alterner entre compresses fraîches et cuillerées de médicaments, perdant complètement la notion du temps. La porte d'entrée a claqué si fort que les fenêtres ont tremblé. J'ai eu l'estomac noué. J'avais oublié le dîner. Gérald l'avait mentionné il y a 3 jours. Il s'agissait de ses partenaires commerciaux qui venaient à la maison, mais avec la fièvre de Lily qui accaparait toute mon attention, cela m'était complètement sorti de l'esprit. Des bruits de pas ont tonné dans le couloir. La mère de Gérald, Patricia, a fait irruption dans la cuisine comme une tempête sous forme humaine. Son visage était tordu par la rage, ses mains parfaitement manucurées serrées en poing sur ses côtés. Elle avait emménagé avec nous 6 mois auparavant, après son opération de la hanche, et ces 6 mois avaient été les plus longs de ma vie. Pourquoi le dîner est-il en retard? La voix de Patricia aurait pu briser du verre. Nous avons des invités. Dépêche-toi. J'ai ouvert la bouche pour expliquer la fièvre de Lily, mais les yeux de Patricia s'étaient déjà posés sur ma fille. Avant que je puisse bouger, elle a traversé la cuisine en 3 grandes enjambées et a saisi une poignée des cheveux châtains clairs de Lily, tirant sa tête en arrière. Si tu n'es pas à la hauteur, ta fille laide prendra le relais, a sifflé Patricia, son visage à quelques centimètres de l'expression terrifiée de Lily. Lily a crié, ses petites mains s'envolant pour essayer de desserrer les doigts de Patricia. Je me suis précipité en avant, mes propres mains tendant vers le poignet de Patricia, mais des pas lourds derrière moi m'ont fait figer. Gérald se tenait dans l'embrasure de la porte. Pour un bref instant insensé, j'ai cru qu'il allait m'aider. J'ai cru qu'il éloignerait sa mère de notre fille malade et lui dirait de partir. Au lieu de cela, son visage s'est durci, adoptant la même expression que portait sa mère. Eh bien, dépêche-toi. Tu as entendu ma mère, a tonné la voix de Gérald dans la cuisine. Gérald, s'il te plaît. Lily a 39 de fièvre. Je m'occupais d'elle et j'ai oublié que. Sa main a percuté mon épaule, me poussant en arrière. Mes pieds se sont emmêlés, et soudain, je tombais. Le monde a basculé sur le côté alors que je dévalais les escaliers du sous-sol, que nous avions laissés ouverts en faisant la lessive plus tôt. Chaque marche ressemblait à un coup de marteau contre ma colonne vertébrale, mes côtes, mon crâne. Le sol en béton en bas s'est précipité à ma rencontre. À travers le brouillard de la douleur, j'ai vu le visage de Patricia apparaître en haut des escaliers. Elle souriait vraiment comme si elle venait de gagner une sorte de prix. Puis, tout est devenu noir. Les lumières fluorescentes de l'hôpital mémorial me brûlaient les yeux quand je les ai finalement ouverts. Une infirmière aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants se tenait près de mon lit, vérifiant la perfusion dans mon bras. Ma tête palpitait, et mon corps entier ressemblait à un immense bleu. « Vous êtes réveillée » a dit l'infirmière doucement. « Vous avez été inconsciente pendant 3 heures. Vous avez une commotion cérébrale, 3 côtes fissurées et de nombreuses contusions. La police aimerait vous parler. » La police. Ce mot m'a glacé le sang. Qu'est-ce que Gérald leur avait dit? Quel mensonge avait-il inventé? Mais plus important encore, où était Lily? Ma fille, ai-je croassé, la gorge à vif. Où est ma fille? L'expression de l'infirmière a changé pour de l'inquiétude. Votre mari a dit qu'elle était prise en charge à la maison. Y a-t-il quelque chose?
J'ai arraché la perfusion de mon bras, ignorant les protestations de l'infirmière et la piqûre aiguë. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues d'agonie à travers mon corps, mais l'image de la main de Patricia dans les cheveux de Lily me poussait en avant. J'ai trouvé mes vêtements dans un sac en plastique près du lit, je les ai enfilés avec des mains tremblantes, et j'ai trébuché hors de l'hôpital avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a duré 15 minutes qui ont semblé durer 15 heures. J'ai payé le chauffeur avec des doigts tremblants et je me suis approché de ma propre porte d'entrée comme si elle appartenait à la maison d'un étranger. À travers la fenêtre, je pouvais voir des lumières briller dans la cuisine. Il était près de 21 heures, l'heure du coucher de Lily était passée, mais des voix s'échappaient de l'intérieur. J'ai utilisé ma clé aussi silencieusement que possible. Le bruit de pleurs m'a guidé vers l'avant. Lily était debout devant l'évier en train de laver la vaisselle, des larmes coulant sur son visage fiévreux, tandis que Patricia se tenait derrière elle, les bras croisés. La cuisine était encore un désastre suite au chaos précédent. De la nourriture séchée collée aux casseroles, des assiettes cassées étaient balayées dans un coin. Frotte plus fort, a claqué Patricia. Ta mère est peut-être inutile, mais je ne te laisserai pas devenir comme elle. Quelque chose en moi s'est brisé net. Toutes les années à tolérer les humeurs de Gérald, tous les mois à endurer la cruauté de Patricia, toutes les fois où j'avais ravalé ma fierté et ma colère pour maintenir la paix, tout cela s'est évaporé en un instant. Éloigne-toi de ma fille. Ma voix est sortie basse et d'un calme mortel. Patricia s'est retournée brusquement, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Tu es censé être à l'hôpital, a dit Gérald. J'ai dit, éloigne-toi d'elle. J'ai traversé la cuisine et j'ai tiré Lily dans mes bras. Elle était brûlante, sa fièvre clairement pire qu'avant. Lily, monte à l'étage et fais un sac. Des vêtements, tes jouets préférés, tout ce qui est important pour toi. Elle ne va nulle part. A hurlé Patricia. C'est notre maison. Gérald va. Gérald m'a poussé dans les escaliers. Chaque mot est sorti net et clair. Tu as attrapé notre fille malade par les cheveux, et tu as souri pendant que je gisais inconsciente au bas de ces escaliers. Lily part avec moi tout de suite, et si vous essayez de nous arrêter, j'appellerai la police et je porterai plainte pour maltraitance d'enfants et agression. Le visage de Patricia est devenu pâle, puis rouge, puis violet. Tu n'as aucune preuve. Personne ne te croira. Gérald t'enlèvera cet enfant si vite. En fait, ils me croiront. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains étaient plus stables maintenant, alimentées par une rage pure. Parce que j'ai installé des caméras de sécurité il y a 3 mois, après que tu as accidentellement renversé de l'eau bouillante près des pieds de Lily. Elles sont cachées dans les détecteurs de fumée, et elles téléchargent directement sur un serveur cloud. Chaque instant de ce soir est enregistré, y compris toi agressant ma fille et Gérald me poussant dans les escaliers. Le mensonge est venu facilement, avec fluidité, parfaitement. Je n'avais jamais installé de caméra, mais Patricia ne le savait pas, et l'incertitude qui passait sur son visage valait largement ce coup de bluff. Lily s'est enfuie à l'étage. J'ai gardé mes yeux fixés sur Patricia, prête à ce qu'elle se jette sur moi, mais elle semblait figée sur place. 5 minutes plus tard, Lily est réapparue avec son petit sac à dos rempli à craquer. Nous sommes sortis ensemble par la porte d'entrée. Je ne me suis pas retourné. Ma sœur Angela vivait à 40 minutes de là, dans un appartement de 2 chambres. Elle a ouvert la porte en pyjama, a jeté un coup d'œil à mon visage, et nous a tirés toutes les deux à l'intérieur sans une seule question. Ce n'est qu'après que Lily a été installée sur le canapé avec des médicaments et une compresse froide qu'Angela a enfin parlé. Raconte-moi tout. Alors, je l'ai fait. Chaque détail des 6 derniers mois, chaque commentaire cruel, chaque accident, chaque moment où je me suis sentie comme une prisonnière dans ma propre maison. Le visage d'Angela s'assombrissait à chaque phrase. Demain matin, a-t-elle dit quand j'ai fini, nous allons voir mon avocat. Il s'appelle Victor Ramirez, et c'est un requin. Tu vas demander le divorce, obtenir une ordonnance de restriction et porter plainte au pénal. Je n'ai pas de preuves, ai-je admis. J'ai menti à propos des caméras. Le sourire d'Angela était tranchant. Tu n'as peut-être pas de caméra, mais je suis prête à parier que l'hôpital a documenté tes blessures, et Lily peut témoigner de ce qu'elle a vu. De plus, si Gérald et Patricia sont assez stupides pour continuer à parler à tort et à travers, ils se pendront eux-mêmes. Elle avait raison. Ils étaient aussi stupides que ça. Le lendemain matin, Victor Ramirez était assis en face de nous dans son bureau du centre-ville,
son expression devenant de plus en plus sombre à mesure que je racontais les événements de la veille. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux à qui rien n'échappait. Les dossiers de l'hôpital seront cruciaux, a dit Victor en prenant des notes sur son bloc-notes juridique. Le type de vos blessures correspond à une chute dans les escaliers, et le timing correspond à votre récit. Cela nous donne des preuves physiques. Le témoignage de Lily sur ce qui s'est passé avant la chute établira le contexte et le motif. Et pour récupérer Lily? Ma voix s'est brisée. La pensée que Gérald puisse avoir un quelconque accès à elle me donnait la chair de poule. Nous allons déposer une demande de garde d'urgence aujourd'hui. Vu les circonstances, je suis confiant que le juge l'accordera. Ensuite, nous poursuivrons avec une ordonnance de restriction contre Gérald et sa mère. Victor s'est penché en avant. Mais j'ai besoin que vous soyez totalement honnête avec moi. Y a-t-il quelque chose dans votre passé qu'il pourrait utiliser contre vous? Des antécédents de toxicomanie, des problèmes de santé mentale qu'il pourrait déformer? Quoi que ce soit. J'ai secoué la tête. Je suis mère au foyer depuis la naissance de Lily. Je n'ai pas de casier judiciaire, aucun antécédent d'aucune sorte. Je n'ai même jamais eu de contravention de stationnement. Bien. L'expression de Victor s'est légèrement adoucie. Alors nous avons un dossier solide, mais vous devez vous préparer. Cela va devenir moche. Gérald va riposter, et les gens comme sa mère ne se rendent pas facilement. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. L'audience pour la garde d'urgence a eu lieu dans les 72 heures. Gérald s'est présenté avec son propre avocat, un homme à l'allure lisse dans un costume coûteux, qui a essayé de me dépeindre comme une femme instable qui était tombée dans les escaliers à cause de sa propre maladresse. Mais Victor était prêt. Il a présenté les dossiers de l'hôpital, le témoignage de Lily donné lors d'une séance privée avec le juge, et des témoins de moralité de l'école de Lily qui ont témoigné des changements qu'ils avaient remarqués chez elle au cours des 6 derniers mois. Le juge, une femme sévère d'une 60aine d'années nommée juge Morrison, a écouté tout cela avec une expression taillée dans la pierre. Quand l'avocat de Gérald a terminé son argumentation, elle a tourné son attention vers Gérald. « Monsieur, avez-vous poussé votre femme dans les escaliers ?» Gérald a bougé sur son siège. Elle était bouleversée et elle a perdu l'équilibre. J'ai peut-être essayé de la stabiliser, mais... Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous eu un contact physique avec votre femme qui a entraîné sa chute dans les escaliers? Le silence s'est étiré. L'avocat de Gérald a chuchoté quelque chose d'urgent à son oreille. J'ai peut-être touché son épaule, a finalement admis Gérald. Et votre mère a attrapé votre fille par les cheveux pendant cet incident? Ma fille allait bien. Elle n'a pas été blessée. L'expression du juge Morrison aurait pu geler de la lave. Votre fille avait une fièvre de 39 degrés et a été forcée de cuisiner le dîner pendant que sa mère était inconsciente à l'hôpital. J'accorde l'ordonnance de garde d'urgence. Madame aura la garde physique complète de l'enfant mineur. Vous n'aurez que des visites supervisées, en attendant une audience complète sur la garde dans 30 jours. J'accorde également une ordonnance de restriction temporaire. Vous et votre mère devez rester à au moins 150 mètres de madame et de l'enfant, sauf pendant les visites supervisées. Le visage de Gérald est passé du rouge au blanc. Vous ne pouvez pas, je viens de le faire. L'audience est levée. Sortir de ce tribunal avec la main de Lily dans la mienne ressemblait à la première respiration après une quasi-noyade. Mais l'avertissement de Victor résonnait dans mon esprit. Ce n'était que le début. Le harcèlement a commencé immédiatement. Gérald a trouvé des moyens de contourner l'ordonnance de restriction en demandant à ses amis et associés de me contacter. Des appels téléphoniques à toute heure. Des emails, des messages sur les réseaux sociaux. Ils m'ont traité de menteuse, de croqueuse de diamants, de mère indigne. Quelqu'un a laissé un rat mort sur le pas de la porte d'Angela. Les pneus de ma voiture ont été crevés 2 fois en une semaine. Victor documentait tout. Chaque message, chaque incident, chaque violation. Il montait un dossier, m'assurait-il, mais ce barrage constant m'épuisait. Lily a commencé à faire des cauchemars. Je sursautais au moindre bruit inattendu. 3 semaines après l'audience de garde, Angela est rentrée du travail avec une expression étrange sur le visage. J'ai croisé Janet Foster à l'épicerie, a-t-elle dit. Janet avait été la secrétaire de Gérald au cours des 5 dernières années. Elle a démissionné la semaine dernière, et elle veut te parler. Nous avons rencontré Janet dans un café le lendemain matin. C'était une femme mince d'une 30aine d'années,
aux yeux fatigués et aux mains nerveuses qui ne cessaient de tripoter sa tasse de café. Je devrais être venu plus tôt, a dit Janet sans préambule. Mais j'avais besoin de ce travail, et Gérald paie bien. Payez bien. C'est du passé maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin de me dire, ai-je demandé. Janet a sorti son téléphone. Gérald planifiait cela depuis des mois. Il allait divorcer de toute façon, mais il voulait s'assurer que tu n'obtiennes rien. Il a déplacé de l'argent de vos comptes conjoints vers des comptes offshore mis en place par sa mère. Il m'a dit de commencer à documenter chaque fois que tu faisais une erreur, chaque fois que tu étais en retard pour le dîner, chaque fois que la maison n'était pas parfaite. Il voulait monter un dossier prouvant que tu étais une mère indigne pour pouvoir obtenir la garde complète et éviter de payer une pension alimentaire. Mes mains se sont serrées autour de ma tasse de café. Pourquoi voudrait-il la garde complète? Il passait à peine du temps avec Lily, même quand nous étions ensemble. Parce que sa mère l'a convaincu que tu utiliserais Lily pour prendre son argent. Elle n'arrêtait pas de lui dire que les femmes comme toi visent toujours la gorge lors d'un divorce, alors il devait frapper le premier. Janet a glissé son téléphone sur la table. J'ai des emails, des SMS, des enregistrements vocaux de lui parlant de son plan. J'ai gardé des copies de tout parce que quelque chose dans toute cette situation me semblait faux. Et après avoir entendu ce qui s'est passé, ce qu'il vous a fait, à toi et à Lily, je ne pouvais plus rester silencieuse. Victor a failli embrasser Janet quand nous lui avons montré les preuves. Les emails seuls étaient assez accablants, Gérald discutant de la façon de me faire paraître incompétente, de documenter mes échecs, de s'assurer que je reparte du mariage avec rien. Mais les enregistrements vocaux étaient encore meilleurs. La voix de Gérald, claire comme de l'eau de roche, parlant de me pousser à bout pour pouvoir prétendre que j'étais mentalement instable. L'audience pour la garde complète était prévue 2 jours plus tard. Gérald est entré en ayant l'air confiant, son avocat coûteux à ses côtés, Patricia assise dans la galerie avec un sourire satisfait sur le visage. Il ne souriait plus 1 heure plus tard. Victor a présenté les preuves de Janet pièce par pièce, construisant un récit de calcul et de cruauté qui a laissé l'avocat de Gérald chercher désespérément des objections. Chaque email était horodaté. Chaque SMS était vérifié. Les enregistrements vocaux ont été authentifiés par un expert. La salle d'audience semblait rétrécir avec chaque preuve introduite par Victor. J'étais assise à côté de lui au banc des plaignants, mes mains croisées sur mes genoux pour les empêcher de trembler. De l'autre côté de l'allée, je pouvais sentir les yeux de Gérald percer le côté de ma tête, mais je refusais de le regarder. « Votre honneur, j'aimerais présenter la pièce F », a dit Victor en affichant un email sur l'écran. Ceci est de monsieur et à sa secrétaire, daté de 4 mois avant l'incident. Je vais lire la partie pertinente, notez tout. Si elle a 5 minutes de retard pour récupérer Lily à l'école, documentez-le. Si la maison est en désordre quand je rentre, prenez une photo. Mon avocat dit que nous avons besoin d'un modèle de négligence. L'avocat de Gérald s'est levé d'un bond. Objection. C'est sorti de son contexte. Mon client était simplement inquiet pour le bien-être de sa fille. Inquiet? La voix de Victor a coupé l'objection comme un couteau. Laissez-moi continuer la lecture, votre honneur, ma mère pense que nous devrions commencer à critiquer davantage sa cuisine. Vraiment l'énerver. La faire douter d'elle-même. Plus elle semblera instable, meilleur sera notre dossier. Un murmure a parcouru la salle d'audience. L'expression du juge Morrison est restée neutre, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Elle a fait signe à Victor de continuer. La pièce suivante était pire. Des SMS entre Gérald et sa mère, discutant de stratégies pour m'isoler de mes amis. Des plans pour me convaincre que j'étais une mauvaise mère. Des idées pour déclencher des réponses émotionnelles qui pourraient être documentées et utilisées contre moi plus tard. Tu pensais vraiment qu'elle ne riposterait pas, disait l'un des textos de Patricia. Les femmes comme elles finissent toujours par s'effondrer. Maintenez la pression. La réponse de Gérald m'a retourné l'estomac, elle devient plus renfermée. Elle ne discute même plus avec moi. Donne-lui encore quelques semaines et nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Je pensais maintenir la paix en restant silencieuse. Au lieu de cela, j'avais marché droit dans leur piège. Cette réalisation m'a rendu malade, stupide et en colère, tout à la fois. Victor a fait jouer le premier enregistrement audio. La voix de Gérald a rempli la salle d'audience, discutant de sa stratégie avec ce qui semblait être un ami autour d'un verre. La cruauté désinvolte dans son ton était pire que les mots eux-mêmes.
Il parlait de moi comme si j'étais un obstacle à supprimer, un problème à résoudre, pas une personne qu'il avait un jour prétendu aimer. La clé est de faire paraître cela naturel, disait la voix enregistrée de Gérald. Si je demande le divorce de nulle part, le juge pourrait être de son côté. Mais si je peux prouver qu'elle est instable, négligente, peut-être même dangereuse pour Lily, alors j'obtiens la garde et je n'ai pas à payer autant de pension. Son ami Harry. Ta mère a vraiment tout prévu, hein? Elle a traversé 2 divorces elle-même. Elle sait comment fonctionne le jeu, l'enregistrement s'est terminé. Le silence pesait sur la salle d'audience comme un poids physique. Même l'avocat de Gérald semblait mal à l'aise maintenant, remuant des papiers sans croiser aucun regard. Victor a ensuite introduit les dossiers financiers, des feuilles de calcul montrant des transferts systématiques d'argent de notre compte conjoint vers des comptes au nom de Patricia, puis de ses comptes vers des avoirs offshore. Sur une période de 8 mois, Gérald avait déplacé près de 2,000 $ hors de ma portée. Monsieur a affirmé dans sa demande initiale que sa femme était une dépensière à qui l'on ne pouvait pas confier d'argent, a dit Victor, sa voix dégoulinant de mépris. Mais les dossiers montrent que pendant la même période de 8 mois, elle a dépensé un total de 3,000 $ pour des articles personnels. Tout le reste est allé aux dépenses du ménage, aux besoins de Lily et aux factures. Pendant ce temps, monsieur vidait leurs économies pour cacher des actifs du divorce qu'il planifiait déjà. L'avocat de Gérald a demandé une autre suspension d'audience. Cette fois, la consultation a duré près de 40 minutes. À travers les fenêtres de la salle d'audience, je pouvais les voir dans le couloir, les gestes de Gérald devenant de plus en plus agités tandis que son avocat secouait la tête à plusieurs reprises. Pendant que nous attendions, Angela m'a serré la main. « Tu vas y arriver » a-t-elle chuchoté. « Regarde le visage de Patricia. » J'ai jeté un coup d'œil vers la galerie. Le sourire narquois de Patricia avait disparu. Elle était assise raide sur son siège, le visage pâle à l'exception de 2 taches de couleur rouge colère sur ses joues. Ses yeux ont rencontré les miens, et la haine qui s'y trouvait était si intense qu'elle aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Elle avait perdu, et elle le savait. Quand Gérald et son avocat sont revenus, tout dans leur attitude avait changé. L'avocat bougeait lentement, comme un homme marchant vers sa propre exécution. Gérald ne regardait personne, son regard fixé fermement sur la table devant lui. « Votre honneur » a commencé l'avocat, puis il a fait une pause pour s'éclaircir la gorge. Mon client aimerait aborder certaines des allégations qui ont été soulevées. Le juge Morrison a haussé un sourcil. J'écoute. Gérald s'est levé, et pendant un moment, il a semblé sur le point de parler. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Ses mains se serraient et se desserraient sur ses côtés. Finalement, il s'est rassis lourdement et a secoué la tête. Rien à dire. Le ton du juge Morrison était glacial. Vous avez orchestré une campagne pour torturer psychologiquement votre femme, cacher des biens matrimoniaux et manipuler le système judiciaire, tout cela sous la direction de votre mère. Vous avez agressé physiquement votre femme, causant des blessures nécessitant une hospitalisation. Et vous n'avez rien à dire? J'essayais de protéger mes intérêts, a finalement marmonné Gérald. En abusant de votre femme et en traumatisant votre fille? La voix du juge Morrison s'est légèrement élevée. En créant un environnement hostile dans votre propre maison? En complotant pour commettre un parjure devant le tribunal de la famille? L'avocat de Gérald a posé une main sur le bras de son client, arrêtant toute réponse qu'il s'apprêtait à faire. Victor s'est levé. Votre honneur, nous aimerions également soumettre le témoignage de la pédiatre de Lily, le docteur Sarah Chen. Elle suit la fille de ma cliente depuis 3 ans. J'ai fourni sa déclaration écrite, mais elle est également disponible par appel vidéo si le tribunal souhaite l'entendre directement. Écoutons ce que le médecin a à dire, a dit le juge Morrison. L'huissier a mis en place la connexion vidéo, et le visage du docteur Chen est apparu sur l'écran. C'était une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture métallique et une attitude professionnelle mais chaleureuse. Après avoir prêté serment, le docteur Chen a commencé son témoignage. Je m'inquiète pour Lily depuis plusieurs mois maintenant. Elle a toujours été une enfant joyeuse et extravertie. Mais il y a environ 6 mois, j'ai remarqué des changements. Elle est devenue plus renfermée lors des rendez-vous. Elle a cessé de établir un contact visuel. Elle a développé une habitude nerveuse de se tirer les cheveux. Mon cœur s'est serré. J'avais aussi remarqué ces changements, mais je m'étais convaincu que je devenais paranoïaque.
Lors de son dernier examen, environ 2 semaines avant l'incident en question, Lily a fait une crise de panique dans mon bureau, a continué le docteur Chen. Il nous a fallu 20 minutes pour la calmer. Quand j'ai demandé ce qui l'avait déclenché, elle a dit qu'elle s'inquiétait de rentrer chez elle. Elle a dit que sa grand-mère lui disait qu'elle était stupide et laide, et que son père était d'accord. Patricia a émis son étranglé depuis la galerie. Le juge Morrison lui a lancé un regard d'avertissement. « Avez-vous signalé cela ?» a demandé Victor. J'ai appelé madame et ai recommandé une thérapie familiale. J'ai également tout documenté dans les dossiers médicaux de Lily, que j'ai fournis au tribunal. L'expression du docteur Chen est devenue troublée. Je pratique la médecine pédiatrique depuis 25 ans. Je connais les signes d'un enfant vivant dans un environnement toxique. Lily en présentait beaucoup. Le témoignage s'est conclu. Victor a remercié le docteur Chen, et la connexion vidéo a pris fin. Le poids des preuves était écrasant, irréfutable, dévastateur. L'avocat de Gérald a essayé de monter une défense. Il a appelé une voisine qui a témoigné que notre maison avait toujours l'air soigné de l'extérieur. Il a appelé l'un des partenaires commerciaux de Gérald qui a dit que Gérald était un membre respecté de la communauté. Il a essayé de peindre l'image d'un père de famille stable poussé à des mesures désespérées par une femme instable. Mais Victor a démantelé chaque témoin méthodiquement. La voisine a admis lors du contre-interrogatoire qu'elle n'était jamais entrée dans notre maison et n'avait aucune connaissance de ce qui se passait derrière des portes closes. Le partenaire commercial a reconnu qu'il ne m'avait jamais rencontré, ni Lily, et que toute sa connaissance de notre dynamique familiale provenait de Gérald lui-même. Quand ce fut mon tour de témoigner, Victor m'a guidé à travers les événements de cette nuit terrible. J'ai parlé clairement et calmement, décrivant la fièvre de Lily, ma concentration sur ses soins, la rage de Patricia et la violence de Gérald. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dramatisé. J'ai simplement dit la vérité. L'avocat de Gérald a essayé de me déstabiliser lors du contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai, madame, que vous oubliez fréquemment de préparer les repas à l'heure? J'ai préparé chaque repas pendant 3 ans sans plainte jusqu'à ce que Patricia emménage, ai-je répondu. Après cela, rien de ce que je cuisinais n'était assez bon. Le poulet était trop sec. Les légumes étaient trop cuits. Les portions étaient fausses. J'ai commencé à redouter les repas parce que je savais que je serais critiqué, peu importe ce que je faisais. Mais vous admettez que vous étiez en retard pour le dîner la nuit en question? Ma fille avait une fièvre de 39 degrés. Oui, le dîner était en retard parce que j'étais une mère au lieu d'être une cuisinière. Le visage de l'avocat a rougi. Vous semblez assez éloquente et posée maintenant. Assez différente de la femme instable décrite par mon client. Votre client a passé des mois à essayer de me rendre instable, ai-je dit en regardant directement Gérald pour la première fois. Il m'a isolé de mes amis. Sa mère critiquait tout ce que je faisais. Ils ont travaillé ensemble pour saper ma confiance et me faire douter de moi-même. Mais je suis toujours là. Je suis toujours debout. Et je suis toujours la mère de ma fille. Gérald a détourné le regard en premier. L'avocat n'avait plus de questions. Quand le juge Morrison a appelé au plaidoirie finale, l'avocat de Gérald a fait un discours peu convaincant sur la sainteté de la paternité et l'importance de maintenir les liens familiaux. Son cœur n'y était clairement plus. La déclaration finale de Victor était puissante et incisive. Il a résumé les preuves, le modèle d'abus, la nature calculée des actions de Gérald. Il a parlé du droit de Lily de grandir dans un environnement sûr et aimant, libre de manipulation et de cruauté. Ce n'est pas seulement un conflit de garde, a conclu Victor. Il s'agit de protéger un enfant d'un père qui la voit comme un pion et d'une grand-mère qui la traite comme une cible pour des abus. Les preuves sont accablantes. Le choix est clair. Le juge Morrison n'a pas mis longtemps à délibérer. Le visage de Gérald est passé de la confiance à la panique, puis à une couleur cendrée. Son avocat a demandé une suspension et a passé 20 minutes en consultation urgente avec son client. Quand ils sont revenus, l'avocat avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Votre honneur », a dit l'avocat lourdement. « Mon client aimerait négocier un accord. » Le juge Morrison a haussé un sourcil. « Je suis sûr qu'il le voudrait, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. J'ai entendu les preuves présentées, et je suis prête à rendre ma décision. Ce qui a suivi a été les 10 minutes les plus satisfaisantes de ma vie. Le juge Morrison m'a accordé la garde légale et physique complète de Lily. Gérald a été limité à des visites supervisées un week-end sur 2,
à condition qu'ils suivent un cours de parentalité et une thérapie de gestion de la colère. L'ordonnance de restriction contre Gérald et Patricia a été prolongée indéfiniment. Mais Victor n'avait pas fini. Il avait également intenté un procès civil pour l'agression, pour détresse émotionnelle, pour infliction intentionnelle de préjudice. Les comptes offshore que Gérald avait cachés ont été découverts au cours du processus de divulgation financière. Non seulement j'ai obtenu la maison, mais j'ai eu 70% de tous les actifs matrimoniaux, y compris le précieux bateau de Gérald et sa collection de voitures anciennes. Le procès civil a eu lieu 9 mois plus tard. À ce moment-là, l'histoire s'était répandue dans notre petite communauté comme une traînée de poudre. Des gens que je pensais être nos amis traversaient la rue pour éviter Gérald. Son adhésion au country club a été discrètement révoquée. Les invitations aux événements sociaux se sont complètement taries. Patricia a essayé de rallier du soutien, appelant tous ceux qu'elle connaissait pour raconter sa version des faits, mais trop de gens avaient vu les documents judiciaires. Le journal local avait couvert l'audience de garde. Ses amis, ceux qui avaient assisté à ses dîners et loué son fils, avaient soudainement des excuses pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas la rencontrer pour le déjeuner. J'ai croisé l'une d'elles, Diane Walker, à l'épicerie. Elle avait été la partenaire de bridge de Patricia pendant 15 ans. Quand elle m'a vu, son visage s'est froissé avec quelque chose qui ressemblait à de la honte. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, a dit Diane doucement, son caddie bloquant l'allée entre nous. La façon dont Patricia parlait de toi toujours si critique, trouvant toujours à redire. Je pensais qu'elle était juste une belle-mère typique, tu sais, protectrice envers son fils. Mais certaines des choses qu'elle a dites. Elle s'est tue, secouant la tête. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue. Je suis désolé de n'avoir rien dit. Ces excuses m'ont surprise. Je m'attendais à de la colère, à une attitude défensive, au déni. Au lieu de cela, il y avait un véritable remords dans ses yeux. Merci de dire ça, ai-je réussi à dire. Diane a tendu la main et a serré brièvement mon bras. Ta petite fille a de la chance d'avoir une mère qui se bat pour elle. N'en doute jamais. Le procès civil a apporté de nouvelles révélations. Les partenaires commerciaux de Gérald ont témoigné qu'ils avaient remarqué des changements dans son comportement au cours de l'année écoulée. Il était devenu plus agressif lors des réunions, plus prompt à la colère, enclin à faire des commentaires désobligeants sur les femmes en général et sa femme en particulier. Plusieurs ont admis qu'ils avaient été mal à l'aise mais n'avaient pas su quoi faire. Un partenaire, Thomas Wright, a fourni un témoignage particulièrement accablant. Gérald m'a dit que sa mère lui avait conseillé de rendre sa femme financièrement dépendante, que cela lui donnerait plus de contrôle dans le mariage. J'ai pensé que c'était une blague à l'époque, une blague de mauvais goût, mais une blague quand même. En y repensant maintenant, je réalise qu'il était sérieux. La salle d'audience a bourdonné de murmures choqués. Le juge Morrison, la même juge qui avait présidé l'audience de garde, semblait de plus en plus sombre à mesure que le procès avançait. Victor a présenté des experts médicaux qui ont témoigné des effets à long terme de la violence psychologique sur les adultes et les enfants. Un spécialiste des traumatismes a expliqué comment la manipulation émotionnelle systématique pouvait être tout aussi dommageable que la violence physique, parfois plus encore parce que les blessures étaient invisibles. Ce que monsieur et sa mère ont fait, c'est créer un environnement de peur chronique et de doute de soi, a témoigné le docteur Michael Harrison. C'était un homme distingué aux cheveux argentés et aux références qui prenaient 2 pages entières. Ils se sont livrés à ce que nous appelons le gaslighting, manipulation mentale, faisant en sorte que madame et remette en question sa propre perception de la réalité. Ils l'ont isolée, critiquée et fixé des normes impossibles qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Ce type de violence psychologique soutenue peut conduire à l'anxiété, à la dépression et aux troubles de stress post-traumatique. L'avocat de Gérald a essayé de discréditer le docteur Harrison, suggérant qu'il était partial parce que Victor l'avait engagé. Mais le docteur Harrison a calmement expliqué que son témoignage était basé sur des principes psychologiques établis et des études de cas documentées, et non sur une opinion personnelle. Le témoignage financier était tout aussi révélateur. Une jury comptable nommée Linda Patterson a retracé chaque dollar que Gérald avait déplacé hors de nos comptes conjoints. Elle a créé des graphiques et des tableaux élaborés montrant le flux d'argent, le timing des transferts et l'intention claire de cacher des actifs. Ce n'était pas une tenue de livres accidentelle ou négligente, a expliqué Linda, son pointeur laser mettant en évidence les transactions clés sur un grand écran. C'était un abus financier délibéré. Et a systématiquement supprimé l'accès de sa femme aux fonds matrimoniaux tout en conservant un accès complet pour lui-même.
Il a créé une situation où elle était entièrement dépendante de lui pour les besoins de base. Je me suis souvenu avoir demandé de l'argent à Gérald pour acheter de nouvelles chaussures à Lily, comment il m'avait fait expliquer en détail pourquoi les vieilles n'étaient pas assez bonnes, comment il m'avait finalement donné exactement $30 en me disant de me débrouiller. À l'époque, je pensais qu'il était économe. Maintenant, je comprenais qu'il s'agissait de contrôle. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Ils ont jugé Gérald responsable d'agression, de coups et blessures, d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et de fraude. Les dommages-intérêts compensatoires totalisaient à eux seuls $3,000. Mais ensuite, le président du jury a annoncé les dommages-intérêts punitifs, $1 million. Le visage de Gérald est devenu blanc. Son avocat avait l'air sur le point de vomir. Patricia, toujours assise dans la galerie malgré le fait que sa violation de l'ordonnance de restriction lui ait valu une accusation d'outrage, a émis un son comme un animal blessé. « C'est ridicule », a hurlé Patricia en se levant d'un bond. « C'est une croqueuse de diamants. C'est exactement ce que nous essayons d'empêcher. » Le marteau du juge Morrison s'est abattu comme un coup de feu. « Madame, vous faites déjà face à des accusations d'outrage. Un éclat de plus et je vous ferai sortir de cette salle d'audience menottée. Comprenez-vous ? » Patricia s'est rassise, tremblant de rage, mais elle est restée silencieuse. Le jugement était définitif. Gérald allait devoir liquider presque tout pour payer. Le bateau qu'il aimait plus qu'il ne m'avait jamais aimé vendu. La Corvette vintage qu'il avait restaurée lui-même vendue. Son portefeuille d'investissement vidé. Même la montre de luxe que son père lui avait offerte le jour de son mariage allait devoir partir. En quittant le tribunal ce jour-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pendant si longtemps, j'avais porté le poids de leur cruauté, intériorisant leurs critiques, croyant à un certain niveau que peut-être j'étais vraiment inadéquate. Mais le système juridique avait examiné toutes les preuves et déclaré définitivement, j'étais la victime. Ils étaient les agresseurs. Ma réalité était réelle. Angela m'a organisé un petit dîner de célébration ce soir-là. Juste nous trois, Angela, Lily et moi, avec des plats chinois à emporter et de la glace pour le dessert. Lily semblait plus légère d'une certaine manière, comme si un fardeau avait été levé de ses petites épaules. « Maman », a-t-elle dit entre deux bouchées de riz frit, « est-ce que ça veut dire qu'on ne sera plus jamais obligé de voir grand-mère Patricia ?»« Jamais », ai-je confirmé. Lily a souri. C'était le premier vrai sourire sans réserve que je voyais d'elle depuis des mois. Bien. Elle était méchante. Une déclaration si simple de la part d'une enfant, traversant toute la complexité juridique pour aller au cœur du problème. Oui, Patricia avait été méchante, et maintenant elle ne pouvait plus nous faire de mal. Les semaines qui ont suivi ont été étranges et déroutantes. J'avais de l'argent maintenant, du vrai argent provenant des règlements, assez pour offrir à Lily un avenir sûr, pour retourner à l'école moi-même, pour construire une vie dont j'avais toujours rêvé mais que je n'avais jamais cru possible. Je me suis inscrite au programme d'enseignement du collège communautaire. Les cours étaient difficiles mais gratifiants, d'une manière que les critiques de Gérald n'avaient jamais été. Mes professeurs appréciaient mes idées. Mes camarades respectaient mes opinions, et lentement, j'ai commencé à me rappeler qui j'étais avant de devenir Madame Géraldet. L'une de mes camarades de classe, une femme nommée Rebecca Martinez, est devenue une amie proche. Elle était plus âgée que la plupart des autres étudiants, étant retournée à l'école après son propre divorce. Nous étudions ensemble dans des cafés, comparant nos notes et nous soutenant mutuellement à travers les devoirs difficiles. « Tu es vraiment doué pour ça », m'a dit Rebecca un après-midi alors que nous révisions les plans de cours de l'autre. « Les enfants vont adorer t'avoir comme enseignante. » Ces mots signifiaient plus pour moi qu'elle ne pouvait le savoir. Pendant des années, on m'avait dit que je n'étais bonne à rien. Entendre quelqu'un reconnaître mes capacités était comme de l'eau après une sécheresse. Lily s'épanouissait aussi dans son nouvel environnement. Loin des critiques constantes de Patricia et de l'indifférence froide de Gérald, elle s'est épanouie. Ses notes se sont améliorées. Elle s'est fait de nouveaux amis. L'arrachage nerveux de cheveux a cessé. Le docteur Chen a noté les changements positifs spectaculaires lors du prochain bilan de santé de Lily. « Quoi que vous fassiez, continuez à le faire », a dit le docteur Chen avec un sourire chaleureux. C'est une enfant différente de celle que j'ai vue il y a 6 mois. Gérald assistait à ses visites supervisées de manière irrégulière au début, puis a arrêté complètement de venir. La superviseuse, une femme gentille nommée Ruth qui travaillait pour le système judiciaire,
m'a dit qu'il semblait mal à l'aise et déconnecté pendant les visites. Il ne sait pas comment lui parler, a observé Ruth. Il pose des questions sur l'école, elle donne des réponses d'un seul mot, et ensuite il reste assis en silence. La semaine dernière, il a passé 20 minutes sur son téléphone pendant qu'elle coloriait. Quand je lui ai fait remarquer qu'il devait interagir avec elle, il s'est mis sur la défensive et a écourté la visite. Une partie de moi était triste pour Lily, perdant son père comme ça. Mais une autre partie, la partie qui l'a regardé rire et jouer sans peur, savait qu'elle était mieux ainsi. Patricia a fait une dernière tentative pour nous contacter, envoyant une lettre à l'adresse d'Angela puisqu'elle ne savait pas où nous avions déménagé. Angela me l'a apportée non ouverte, me laissant décider de la lire ou non. J'ai tenu l'enveloppe pendant un long moment, sentant son poids dans mes mains. Finalement, je l'ai ouverte. La lettre était exactement ce à quoi je m'attendais. Patricia me blâmait pour tout, pour avoir empoisonné Lily contre elle, pour avoir détruit la vie de Gérald, pour avoir été vindicative et cruelle. Elle prétendait être la vraie victime, une grand-mère injustement séparée de sa petite-fille. Il n'y avait aucune reconnaissance de ses propres actions. Pas l'ombre d'une conscience de soi ou de remords. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai passé dans le destructeur de documents d'Angela et j'ai regardé les bandes de papier tomber dans la poubelle. Ces mots n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'étais libre. Patricia a essayé de se jeter sur moi dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. 2 huissiers ont dû la retenir alors qu'elle hurlait à propos de femmes ingrates et de filles menteuses. Le juge Morrison a entendu le tumulte et est sorti de son bureau. Elle a ajouté Patricia à l'ordonnance de restriction sur le champ et a averti que toute nouvelle violation entraînerait une peine de prison. Gérald a perdu son entreprise. La nouvelle s'est répandue rapidement dans leur cercle social sur ce qui s'était passé, et ses partenaires ne voulaient rien avoir à faire avec un homme qui avait agressé sa femme et abusé de sa fille. La société a été dissoute en 6 mois. Il a dû vendre son condo pour payer les frais juridiques. Cela aurait dû être la fin. Le dernier chapitre d'un mariage cauchemardesque, la fermeture d'un livre terrible. Lily et moi avons déménagé dans une petite maison à l'autre bout de la ville, loin de tous les souvenirs. Angela nous a aidés à peindre la nouvelle chambre de Lily dans sa couleur préférée, le violet. Nous avons adopté un chiot Golden Retriever que Lily a nommé Sunshine. Lentement, prudemment, nous avons commencé à construire une nouvelle vie. 2 ans ont passé. Lily a eu 9 ans et a commencé à prendre des leçons de piano. Je suis retourné à l'école et j'ai obtenu mon certificat d'enseignement. Les cauchemars se sont estompés. Nous avons appris à rire à nouveau. Puis Gérald s'est présenté à l'école de Lily. Il n'était pas censé être près d'elle sans supervision. L'ordonnance de restriction était claire. Mais il était là, attendant près de la clôture de la cour de récréation quand je suis arrivé pour la récupérer. Il avait l'air différent, plus mince, plus vieux, avec des mèches grises dans ses cheveux et des rides profondes autour des yeux. Mon premier instinct a été d'appeler la police. Ma main cherchait déjà mon téléphone quand il a levé les mains dans un geste d'apaisement. « S'il te plaît », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée. Juste 5 minutes. Je ne suis pas là pour causer des problèmes. Tu violes une ordonnance du tribunal rien qu'en étant ici. Je me suis interposé entre lui et la classe de Lily. Par maintenant où j'appelle le 911. Ma mère est morte. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Je n'ai rien ressenti. Pas de sympathie, pas de satisfaction, juste un vide froid là où toute émotion aurait dû se trouver. Elle a eu un accident vasculaire cérébral il y a 3 semaines, a continué Gérald. Ses yeux étaient cernés de rouge et ses mains tremblaient. Elle est morte hier. Et avant de mourir. Elle était paralysée d'un côté. Elle ne pouvait pas parler clairement, mais elle m'a écrit une lettre. Ça lui a pris des jours pour l'écrire de la main gauche, toute tremblante et à peine lisible. Je m'en fiche. Les mots sont sortis plats et durs. Quoi qu'elle ait écrit, ça ne change pas ce qu'elle a fait. Ce que vous avez fait tous les deux. Elle a avoué, la voix de Gérald est tombée à peine au-dessus d'un murmure. Tout. Elle a admis que c'était elle qui me poussait à te maltraiter. Elle me murmurait à l'oreille depuis des années, me disant que tu n'étais pas assez bien, que tu allais me quitter et tout prendre. Elle a admis avoir attrapé les cheveux de Lily exprès, avoir voulu te blesser. Elle a dit qu'elle était jalouse de toi depuis le moment où nous nous sommes mariés parce que je t'aimais plus que je ne l'aimais elle. Et tu l'as cru. La rage m'a envahi, brûlante et soudaine. Tu as fait toutes ces choses parce que maman te l'a dit ? Tu es un homme adulte, Gérald.
Tu as fait tes propres choix. Je sais. Ses épaules se sont affaissées. Je sais que je l'ai fait. Je ne suis pas là pour trouver des excuses ou demander pardon. Je sais que je ne mérite pas ça. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Tout ça. Ce que j'étais, ce que j'ai fait, ce que j'ai détruit. Il a fait une pause, semblant se rassembler. Et je voulais te dire que je signe la renonciation à mes droits parentaux. Résiliation complète. Tu n'auras plus jamais à gérer les visites supervisées. Lily n'aura pas à me voir si elle ne le veut pas, je l'ai fixé, cherchant le piège, l'angle d'attaque, la lame cachée qu'il s'apprêtait à tourner. Il n'y a pas de piège, a dit Gérald, comme s'il lisait dans mes pensées. Mon avocat a les papiers prêts. Je les signerai demain. Tu auras la garde exclusive, et je disparaîtrai de vos vies à toutes les deux. C'est la seule chose décente que je puisse faire à ce stade. Pourquoi fais-tu vraiment ça? Je l'exige. Tu t'es tellement battu pour la garde. Tu as essayé de me détruire. Pourquoi abandonner maintenant? Le rire de Gérald était amer et brisé. Parce que je l'ai vu à la fin, incapable de bouger, incapable de parler correctement, piégé dans son propre corps. Et j'ai réalisé que c'est ce que j'ai été tout du long. Piégé, contrôlé, une marionnette. Elle tirait les ficelles et je dansais. Il a croisé mon regard directement pour la première fois. Mais cela n'excuse pas ce que j'ai fait. Je t'ai quand même poussé. Je suis quand même resté là pendant qu'elle faisait du mal à notre fille. C'était mes choix, mes mains, ma voix. Et je dois vivre avec ça. Oui, ai-je dit froidement. Tu dois vivre avec. Il a hoché la tête lentement. Il y a encore une chose. J'ai mis en place un fonds fiduciaire pour Lily. Tout l'argent qu'il me reste après avoir réglé les dettes et vendu les derniers de mes actifs. Ce n'est pas beaucoup, peut-être 50,000 $, mais c'est pour ses études ou tout ce dont elle aura besoin. Tu es le fiduciaire. Je n'y aurai aucun accès. La voix de Lily a appelé derrière moi. Maman? Elle se tenait au bord du parking, son enseignante à côté d'elle, toutes deux ayant l'air incertaines. Je me suis retourné vers Gérald. Reste loin de nous, ai-je dit doucement. Signe tes papiers, mets en place ton fonds, et ensuite disparais comme tu l'as promis. Si jamais je te vois près de ma fille à nouveau, je n'hésiterai pas à appeler la police. Je comprends. Gérald a jeté un dernier regard vers Lily, son expression s'effondrant, et puis il s'est retourné et s'est éloigné. Ses épaules étaient voûtées, ses pas lents et lourds. Il ressemblait à un homme portant le poids de chaque erreur qu'il avait jamais commise. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il monte dans sa voiture et s'éloigne. Ce n'est qu'alors que je me suis tourné vers Lily et que j'ai forcé un sourire sur mon visage. Tout va bien, ma chérie? Elle a étudié mon visage avec ses yeux sages, trop vieux, qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait avoir. C'était papa. Oui, mais il s'en va maintenant. Pour de bon cette fois. Lily a réfléchi à cela un moment, puis a hoché la tête. D'accord. On peut aller chercher de la glace sur le chemin du retour? Juste comme ça. Pas de larmes, pas de questions, pas de drame. Elle avait appris à s'adapter, à survivre, à avancer. Nous l'avions fait toutes les deux. Fidèle à sa parole, Gérald a signé les papiers de résiliation 3 jours plus tard. Victor a appelé pour confirmer que c'était fait, finalisé, irréversible. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine dont je n'avais même pas réalisé la présence. Le dernier fil de connexion à ce chapitre horrible de ma vie, enfin coupé. Le fonds fiduciaire était réel aussi. 53,000 $ investis de manière conservatrice, grandissant lentement pour l'avenir de Lily. J'ai mis les papiers dans mon coffre-fort et j'ai essayé de ne pas penser à l'homme qui l'avait mis en place. 3 mois plus tard, Angela m'a appelé au travail. Sa voix semblait étrange, prudente d'une manière qui m'a noué l'estomac. Gérald est mort, a-t-elle dit sans préambule. Je l'ai vu dans le journal ce matin. Accident de voiture seul. Il a foncé hors d'un pont à l'extérieur de la ville. Je me suis assise lourdement dans ma chaise de bureau. Accident? C'est ce que dit le journal. Mais il n'y avait pas de trace de freinage. Aucun signe qu'il a essayé de freiner. L'implication pesait lourd entre nous. J'ai pensé à l'homme brisé que j'avais vu à l'école de Lily, au regard vide dans ses yeux, à la façon dont il avait semblé dire au revoir. Est-ce qu'on le dit à Lily,
a demandé Angela. J'ai regardé par la fenêtre de ma salle de classe les élèves jouant pendant la récréation. Lily était là-bas quelque part, probablement sur les balançoires avec sa meilleure amie, Maya, riant de quelque chose de stupide et d'approprié à son âge. Elle avait construit une vie au-delà du traumatisme. Elle guérissait. Non, ai-je dit finalement. Elle lui a déjà dit au revoir de toutes les manières qui comptent. Il était déjà parti de sa vie. Cela ne change rien. Mais cela changeait quelque chose, au moins pour moi, parce que j'ai réalisé que Gérald avait été une victime aussi. Pas de moi, pas des circonstances, mais du poison de sa mère et de sa propre faiblesse. Cela n'excusait pas ce qu'il avait fait. Cela n'effaçait pas la douleur ou la peur ou les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles. Mais cela complétait le tableau d'une manière que je n'avais pas prévue. Certaines personnes grandissent pour devenir les rêves de leurs parents. Gérald avait grandi pour devenir l'arme de sa mère. Et à la fin, cette arme l'avait détruit tout aussi sûrement qu'elle avait essayé de me détruire. 5 ans ont passé depuis cet appel téléphonique. Lily a 14 ans maintenant, s'épanouissant au lycée, parlant de devenir vétérinaire. Elle a des amis, des passe-temps, une vie pleine de possibilités. Parfois, je la vois s'arrêter et devenir silencieuse, et je sais qu'elle pense à ces mois sombres quand elle était plus jeune. Mais elle revient toujours, trouve toujours son chemin vers l'avant. J'ai terminé mon diplôme d'enseignement et je travaille maintenant dans une école primaire. J'ai recommencé à avoir des rendez-vous galants, prudemment et lentement, apprenant à faire confiance. Angela vit toujours à proximité, toujours mon roc et mon filet de sécurité. La maison dans laquelle nous vivons est chaleureuse et pleine de lumière. Sunshine, le chien, est vieux maintenant, gris autour du museau, mais nous accueille toujours chaque jour avec des remuements de queue enthousiastes. Nous faisons des soirées cinéma et des soirées jeux. Nous cuisinons le dîner ensemble, Lily et moi, riant devant des recettes et expérimentant de nouveaux plats. La cuisine n'est plus un lieu de peur. Parfois, tard le soir, quand je n'arrive pas à dormir, je pense à Gérald me poussant dans ses escaliers. Je pense au sourire de Patricia alors que je tombais. Je pense à quel point j'ai failli tout perdre, ma fille, ma liberté, ma vie même. Mais ensuite, je me souviens être sorti par cette porte avec la main de Lily dans la mienne. Je me souviens du visage sévère du juge Morrison lorsqu'elle m'a accordé la garde. Je me souviens du courage de Janet à venir témoigner avec des preuves. Je me souviens de la détermination de Victor à se battre pour nous. Je me souviens d'Angela ouvrant sa porte sans hésitation. J'ai survécu. Plus que cela, j'ai gagné. Non pas parce que Gérald est mort, non pas parce que Patricia a souffert, mais parce que Lily et moi avons construit quelque chose de nouveau et de beau à partir des décombres de ce que nous avions perdu. Nous avons pris les morceaux brisés et en avons fait quelque chose de plus fort. C'est la vraie vengeance, je pense. Pas la destruction ou la punition ou la douleur, mais simplement refuser de rester brisé. Bien vivre, avancer, construire une vie si pleine d'amour et de rire que les ténèbres ne peuvent plus l'atteindre. Gérald a fait ses choix, et ils l'ont détruit. J'ai fait les miens, et ils nous ont sauvés toutes les deux. En fin de compte, c'est la seule justice qui compte vraiment.